Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons ce matin à une proposition qui peut sembler au premier abord difficile à réaliser, concilier l'estime de soi et le non-soi. Ces deux notions paraissent en effet contradictoires et ont souffert pendant longtemps de malentendus. Comment alors les définir? De quelle manière l'estime de soi se construit-elle? Et enfin, en quoi nous permet-elle d'avancer sur le chemin spirituel et d'aller au-delà de notre fonctionnement égocentré? Nous en parlons sans plus attendre avec notre invité, Lama Phunso. Lama Phunso, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années. Vous vivez aujourd'hui à Bordeaux, vous vous occupez du centre d'Akpo Bordeaux, un centre d'études et de méditation. Et vous vous occupez également de l'atelier des savoirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement? C'est un espace de réflexion multidisciplinaire où, à partir des enseignements bouddhistes, d'inspiration bouddhiste, on essaye de clarifier des problématiques d'aujourd'hui, comme le deuil, l'accompagnement, l'éducation dans une certaine mesure, et on essaye d'y voir plus clair, on pourrait dire, dans des questionnements comme cela. Oui, des questionnements de société donc. Oui. Alors pour en revenir au thème de cette émission, j'aimerais que l'on commence par définir précisément justement ce que l'on entend par ego, car souvent on mélange l'ego du point de vue psychologique et du point de vue bouddhiste. Alors vous, en tant que bouddhiste, comment est-ce que vous définissez l'ego? Tout d'abord, je confirme que ce terme ego a généré beaucoup de confusion, d'autant plus qu'il y avait par ailleurs dans l'approche bouddhiste l'ego et le non-ego. Ce qui, sur le versant de la psychologie ou de la psychanalyse, de la psychothérapie, a vraiment posé question. Pour répondre simplement, on pourrait dire que l'ego, dans la perspective psychologique, est toujours une structure évolutive, mentale, effectivement, mais on a toujours affaire à une entité au bout du compte. Alors que dans le bouddhisme, on parle plutôt de l'ego en termes d'activité, c'est-à-dire une activité continue de l'esprit qui nous amène à avoir un sentiment, une sensation d'être quelque chose de défini, de solide, n'est-ce pas? Une continuité qui me donne le sens de familiarité, de connu, qui me permet de dire je suis continuellement moi. Alors que, en y regardant de plus près, il n'y a pas là une entité, quelque chose de solide, mais une activité sans cesse renouvelée. Donc il y a entre les deux approches une réelle différence, ce qui, on verra peut-être après, ça permet la complémentarité. Mais quand on parle de l'ego dans le bouddhisme, on parle vraiment d'une activité sans cesse renouvelée et pas d'une entité ou d'une substance en tant que telle. Nous sommes plus process que matière, en fait. Et alors, quand on parle de soi et d'ego, est-ce que cela revient à dire la même chose? Oui, il y a différents termes. En tout cas, du point de vue bouddhiste, quand on dit le je, le soi, l'ego, le moi, on fait toujours référence à la même chose, cette saisie, cette identification d'un ensemble d'éléments que l'on cristallise. Et alors, à contrario, qu'est-ce qu'on entend par non-soi? Pour bien comprendre le soi, permettez-moi de développer un petit peu plus comment fonctionne le soi. Comme on l'a dit, c'est une activité d'identification continue. Identification à quoi? D'abord, bien sûr, au corps, qui est la base de notre expérience. Ensuite, comme ici, dans ce lieu, sur base de mon corps, je vais avoir différentes sensations, visuelles, auditives et autres, qui vont me donner des données sur base desquelles je vais pouvoir faire de l'information parce que je vais identifier ce qui se passe. Dès que j'ai identifié ce qui se passe, les différents états d'esprit vont subjectiviser mon expérience, des différentes émotions ou autres, et la conscience va me dire ça, c'est réellement existant. Donc, plutôt que de dire ego, on devrait dire un mode de connaissance basé ou centré sur égocentré, centré sur cette identification. Et quand on parle du non-ego, donc du non-soi, ou du non-soi, merci, il ne s'agit pas de détruire quelque chose, mais de changer de mode de connaissance. De passer d'un mode de connaissance égocentré à un mode de connaissance qui n'est plus cristallisant. Et qu'est-ce qu'on entend par estime de soi? Là aussi, c'est un terme qui peut prêter à confusion. Tout à fait. Alors,
Il y a eu, parmi les différentes incompréhensions du bouddhisme en Occident, heureusement, ça va de mieux en mieux et on clarifie les notions, mais parmi les incompréhensions, il y avait l'idée que, puisqu'il faut réaliser ce non-soi, le soi ou l'ego devient l'ennemi. Or, les enseignements du Bouddha ne disent pas ça. Ils nous invitent à prendre le soi comme base pour petit à petit dépasser ce soi et changer de mode de connaissance. Et pour ce faire, il faut des qualités. Et l'idée, c'est que l'estime de soi, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'estime de soi va être une ressource nécessaire pour changer ce mode de connaissance. À la fois une bienveillance envers soi-même, en même temps une vision de soi-même et également une confiance en soi. Cet ensemble-là va nous permettre de trouver les ressources qui vont nous permettre de parcourir ce chemin de changement de connaissance. Et alors, comment concrètement elle se construit cette estime de soi qui est si importante pour nous? L'estime de soi commence par se sentir valable. C'est-à-dire, est-ce que j'ai cette bienveillance envers moi-même, quelque chose d'une certaine façon d'inconditionnel. D'un côté, j'évalue ce que je suis, mais au-delà de l'évaluation, de la conscience de ce que je suis, il y a cette stabilité intérieure qui me dit je suis respectable, je suis valable, je suis au monde et je peux être au monde. Ensuite, il y a un deuxième aspect, tout ça étant des facettes différentes d'un même sentiment. Deuxième aspect qui est la conscience de soi. Je suis conscient de mes qualités, conscient de mes défauts, je sais où j'en suis, mais la vision de soi va un petit peu plus loin. Elle part du principe que je peux faire face, avec ce que je suis, à l'adversité, aux difficultés que je rencontre, et je vais pouvoir y aller, n'est-ce pas? Et le troisième aspect, qui est la confiance en soi, ça a à voir avec mes capacités, mes compétences. Est-ce que je suis à même, est-ce que je suis capable de faire les choses? Donc le premier, je suis valable. Le deuxième, je suis adaptable. Le troisième, je suis capable. Et quand on voit, par exemple, si on décline cette approche-là, quand on voit les maîtres du passé, comme Milarepa ou Gampopa, un Milarepa, après avoir détruit son village et tué des êtres, des personnes de son entourage, si on regarde sa réaction, il décide de se transformer, il décide de sortir de ça. Il a cette bienveillance envers lui-même. Et il se sent capable de le faire. Il va à la recherche de son maître Marpa, et il a une conscience de ses capacités, de ses limites, de ses défauts. Donc, il y a une estime de soi nécessaire pour pouvoir parcourir le chemin. Mais pour revenir à la construction de cette estime de soi, quel peut être le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants? Puisque finalement, tout se construit dès le plus jeune âge. Essentiel, évidemment. Essentiel. Alors évidemment, dans le bouddhisme, on n'arrive pas avec des valises vides. Il y a le karma de chacun, mais au-delà du karma, il y a aussi les circonstances que l'on rencontre. Et là, je pense, dans la construction d'un individu, le rôle des parents et des éducateurs en général est essentiel. Pour que quelqu'un puisse se sentir respectable, pour que quelqu'un puisse avoir cette bienveillance envers lui-même, il doit être nourri de cela. Les parents ont quelque chose à montrer, pas seulement à dire, à montrer un exemple, à montrer. De même pour la confiance en soi qui est fondée sur les compétences. Ces compétences, on ne les sort pas de nulle part. Elles nous sont apprises par l'école, par les gens qui nous entourent. Donc, je pense que nous avons ce potentiel de l'estime de soi, mais en même temps, il est construit, il est nourri par les personnes qui nous accompagnent depuis la naissance jusqu'au moment où on est plus autonome. Et en quoi, justement, cette estime de soi peut-elle aussi nous permettre d'aller au-delà de notre fonctionnement égocentré? Oui, tout à fait. En réalité, le chemin spirituel n'est pas un chemin facile. On est d'accord là-dessus. Au-delà de ce que l'on peut entendre sur un bouddhisme facile à vivre, de détente et d'ouverture, il y a un réel travail sur soi-même. Ce travail sur soi-même demande des ressources. Et donc, quand nous disions tout à l'heure, on va s'appuyer sur cette notion de soi pour dépasser ce soi. On va partir d'une connaissance égocentrée pour aller vers un mode de connaissance
sais pas comment on peut le nommer, plus ouvert, moins conditionné. À ce moment-là, il va falloir développer des états d'esprit qui vont petit à petit nous permettre cette transformation. On ne passe pas d'une attitude égocentrée à cette grande ouverture de l'éveil parce qu'on le décide. Donc, ces qualités à développer vont être des qualités intérieures, des états d'esprit. Le respect de soi, c'est-à-dire le respect de son éthique, la considération envers les autres, c'est-à-dire la façon d'entrer en relation avec les autres, comme on pourrait dire, de façon inspirante, la dimension de compassion. De développer toutes ces qualités, ça demande cette confiance et cette estime de soi qui va nous permettre petit à petit d'aller au-delà de ce que je vis maintenant, ou plutôt d'aller au cœur de ce que je vis maintenant pour en trouver ce mode de connaissance qui n'est plus égocentré. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour y arriver dans notre pratique, Lama Phuntsho? L'essentiel, si on ramène l'enseignement du Bouddha à l'essentiel, cela reste cette dimension de connaissance de soi, d'attention, de vigilance, de présence. Un entraînement à la présence à soi et aux autres semble être le socle, n'est-ce pas? Et par cette conscience de moi-même, je vais pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, développer des qualités et abandonner ce qui cause la confusion, ce qui cause la souffrance. Le développement de ces qualités, de cette qualité-là de vigilance, accompagné de la bienveillance ou la compassion, l'ouverture pour les autres, ce qui demande aussi une certaine clarté et stabilité intérieure, va faire que petit à petit, ça va donner la place à d'autres qualités. Il y a une notion qui est un peu plus délicate à expliquer, à manipuler, c'est la notion de mérite. Parce qu'elle est vraiment liée à l'enseignement du Bouddha. C'est cette nécessité de rassembler dans le courant de l'être, dans le courant de notre être, des actes bénéfiques, vertueux, je ne sais pas comment on peut les appeler, des actes qui vont comme fertiliser l'esprit. Parce que c'est de là que va pouvoir naître une compréhension, une clarté, qui va faire que, petit à petit, je vais passer d'un fonctionnement égocentré, avec cette estime de soi qui va le soutenir, à un autre fonctionnement. Et où, effectivement, l'estime de soi n'aura plus beaucoup de sens, parce que le soi n'y sera plus. Et donc, en fait, pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que ces deux notions ne sont définitivement pas contradictoires. Estime de soi et non-soi, ça marche ensemble. C'est-à-dire, pour être précis, l'estime de soi est nécessaire quand on est pris dans le soi. Et c'est par l'estime de soi, notamment, c'est un des socles, que l'on va pouvoir petit à petit aller vers ce non-soi et ce mode de connaissance non conditionné. Très bien. Je vous remercie infiniment, Lama Phuntsho, pour tous ces éclaircissements. Merci. Pour aller plus loin, voici quelques ouvrages. La foi fondée sur la raison, une approche de la voie du milieu, de Sa Sainteté le Dalai Lama aux éditions Vajrayogini. Petit galet sur le chemin, d'Alain Dunaillon, aux éditions Rapsel. Et enfin, Petit traité de la connaissance de soi, de José Leroy, chez Almora Éditions. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.